Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 27 mars 2020. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne d'actualité et de témoignages de la rédaction de Mediapart au temps du coronavirus. Aujourd'hui, je suis avec mon camarade Fabien Escalona. Fabien, bonjour, comment vas-tu? Écoute, ça va. Pour l'instant, j'ai à peine quelques problèmes capillaires, donc j'ai pas vraiment à me plaindre. Et on va parler de problèmes beaucoup plus graves tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission avec Romaric Gaudin, que les lecteurs de Mediapart connaissent bien. C'est un des journalistes du pôle économie et sociale au journal. Et on va essayer de prendre la mesure avec lui de l'ampleur de la crise. C'est une crise qui est sans doute inédite par bien des aspects dans toute l'histoire du capitalisme. C'est un peu vertigineux dit comme ça, un peu effrayant aussi, mais pas seulement, parce que les crises, comme le disait un bon vieux marxiste italien qui s'appelait Gramsci, et pour changer un peu de la citation qu'on reprend toujours de lui, sur le clair-obscur, etc., lui, il a une chouette citation qui dit que la crise, c'est aussi des moments où les déterminismes sont affaiblis. Donc ça veut dire que ce sont des sortes de brèches où peuvent s'inventer des réponses rétrogrades, c'est vrai, mais aussi des réponses peut-être plus constructives et plus progressistes comme on les espère. À tout à l'heure, Fabien. Et d'ailleurs, dans cette première partie, déjà, il sera aussi question finalement des craintes et des espoirs. Avec François Bonnet, cofondateur de Mediapart, on va revenir sur la gestion de cette crise sanitaire exceptionnelle par le pouvoir d'Emmanuel Macron, hein, le fameux « Nous sommes en guerre » décrété par le président, qui est en même temps, nous dira François, une véritable désolation politique. On va ensuite se pencher sur ce qui se passe aux États-Unis, une situation dramatique, tandis que Donald Trump, le président américain, reste quasiment totalement dans le déni. Nous rejoindrons une journaliste à New York et une chercheuse en santé publique de Chicago. Nous ouvrirons ensuite l'horizon, justement, Fabien, pour parler des solidarités qui commencent à se mettre en place avec deux fondateurs du réseau Covid Entraide France, un réseau de solidarité sur tout le territoire. Et ne ratez pas aujourd'hui notre minute détente, un peu exceptionnelle, avec Pierre-Emmanuel Barré et un extrait de son désormais fameux journal de confinement. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, vos coups de gueule, et covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. Voilà, à l'air libre, c'est parti. Bonjour François Bonnet. Bonjour Mathieu. Cofondateur de Mediapart. François, tu es l'auteur d'un article paru hier sur le site, il s'appelle « L'urgence d'un autre exercice du pouvoir ». Tu y parles des erreurs du pouvoir exécutif pour anticiper cette crise sanitaire majeure, de sa communication contradictoire, on l'a vu, hein, c'était flagrant ces derniers jours, mais aussi de la façon dont il en profite pour cadenasser la société. C'est le parti pris, ton parti pris, François. Oui, c'est un parti pris, mais pas un coup de gueule, parce que je pense qu'il ne faut pas sombrer dans les polémiques dans les moments aussi terribles que nous vivons. Mais nous sommes en confinement depuis 15 jours. Il est en train de se passer en Île-de-France, dans les hôpitaux, une situation terrible. Les chiffres sont dévastateurs, hein, disait en fin de matinée le directeur de l'Agence régionale de santé. Donc, il nous faut également commencer à réfléchir sur ce qu'il se passe depuis 15 jours et également ce qu'il s'est passé depuis décembre. Et ce qu'on voit, c'est quand même une série de loupés tout à fait spectaculaires, avec un chef d'État qui s'installe en chef de guerre et convoque à tout moment l'armée dans ses déplacements, mais tout ça ne nous dit rien de la manière dont est gérée cette crise. Des mesures annoncées par les différents ministres qui sont très souvent contradictoires, et enfin une inquiétude générale qui porte bien évidemment d'abord sur l'ampleur de la crise sanitaire, mais des interrogations de plus en plus lourdes qui portent sur la manière dont l'exécutif gère cette crise. Elle la gère, je dirais, à la Macron, c'est-à-dire dans un verticalisme présidentiel et orgueilleux, où tous les corps intermédiaires, toutes les structures de consultation sont balayées, et nous avons une sorte de général monté sur un cheval qui nous dit comment nous allons faire. Or, face à la complexité de ce qui est en train de se passer, je rappelle juste ce que disait l'OMS quand il a déclaré l'état de pandémie mondiale. L'OMS disait « il faut que toute la société se mobilise ».
pour mobiliser cette société, il faut que le pouvoir politique aujourd'hui change sa méthode de gouverner. Il ne peut pas rester dans ce verticalisme, mélange d'autoritarisme et d'orgueil. Il doit s'ouvrir, il doit se déverrouiller, il doit écouter les autres, il doit écouter le Parlement qu'il a mis sous cloche, il doit écouter les autres partis, les associations, la société, pour que ensemble nous puissions gérer cela. Et puis, il ne doit pas seulement écouter les personnels soignants, il doit agir, et en urgence. Si on déclare un état d'urgence sanitaire, ce n'est pas pour promettre des masques qui n'arrivent jamais à certaines équipes soignantes. Donc, l'ouverture, l'efficacité, plutôt que les discours martiaux du père de la nation autoproclamé, une gestion efficiente et une écoute de la société. C'est comme ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans cet article, c'est comme ça que nous sortirons de cette crise et surtout que nous pourrons également construire l'après-crise. Merci beaucoup, François, Merci. cofondateur de Mediapart, François Bonnet. Retrouvez son article sur Mediapart. Et maintenant, direction les États-Unis. Ce sont deux statistiques, deux chiffres qui disent l'ampleur du drame sanitaire et social qui est en train de se jouer aux États-Unis. Avec 85 000 cas et plus de 1200 morts, les États-Unis sont depuis hier le pays du monde le plus touché par le coronavirus, plus que la Chine, d'après ce qu'on en sait, plus que l'Italie et l'Espagne. Une autre statistique effrayante, la semaine dernière, plus de 3 millions d'Américains ont perdu leur emploi, selon le département américain du travail. Ils sont employés dans les restaurants, dans les hôtels, les salons de coiffure, les salles de gym, un record historique, plus de 40 millions d'Américains pourraient perdre leur emploi d'ici la fin du mois d'avril. Et pendant ce temps, le président américain Donald Trump, qui n'a cessé de minimiser ce qu'il appelle le virus chinois, appelle les Américains à aller travailler au mépris des règles sanitaires. C'était hier lors du point presse quotidien à la Maison-Blanche. Écoutez. We have to get back to work. Our people want to work. They want to go back. They have to go back. And we're going to be talking about dates. We're going to be talking with a lot of great professionals. But this is a country that was built on getting it done. And our people want to go back to work. I'm hearing it loud and clear from everybody. They have to go back to work. Our country has to go back. Our country is based on that. And I think it's going to happen pretty quickly. I think it's going to happen pretty quickly. A lot of progress is made, but we got to go back to work. Il faut revenir au travail. Donc, Donald Trump. Avec nous, Karina Pizer, journaliste à New York pour The Atlantic et The Nation. Bonjour Karina, il est quelle heure chez vous? Bonjour, il est 11h30. 11h30 du matin. Et puis Sarah Rosenblum, chercheuse en santé publique à l'Université du Michigan. Bonjour Sarah, vous êtes à Chicago, c'est ça? Oui, tout à fait. Bienvenue à vous deux, merci d'être là. Karina, vous habitez donc à New York, plus précisément au sud de Brooklyn, je crois. Voilà. New York aussi est passé au confinement, un peu moins strict qu'en France, un peu qu'ici à Paris notamment, je crois. On a vu passer ces images hallucinantes de Times Square ou de la 5e avenue complètement vide. On n'est pas habitué à ce genre d'image. La ville qui ne dort jamais à l'arrêt, ça ressemble à quoi? Donc moi, dans mon quartier, c'est un quartier populaire et bien vivant. Quand je sors, il y a quand même beaucoup de gens qui s'éloignent pas forcément. Donc les parcs restent ouverts. Donc, le matin, il y a beaucoup de gens qui vont courir. Et je pense que le plus grand problème à New York, ça reste aussi le fait de ne plus prendre le métro. Donc là, on a vu une baisse importante de voyageurs. Mais donc là, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est qu'après cette baisse, le système du métro a vu des gros problèmes budgétaires et donc il devait éliminer des trains. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des gens qui ne peuvent pas travailler de chez eux et qui continuent à avoir besoin de prendre le métro pour aller au travail. Donc, puisqu'il y a moins de trains, on voit des vidéos, des images des trains le matin et le soir qui restent bondés des gens. Donc là, c'est assez inquiétant. Mais c'est vrai qu'on essaie de rester chez nous, même si ce n'est pas au même niveau qu'en France ou en Espagne ou en Italie. Karina, New York est actuellement l'épicentre de la crise aux États-Unis. On a vu circuler hier cette hallucinante une du New York Post. Oui, c'est clair que les hôpitaux sont débordés.
Comme tu viens de dire, on voit des infirmières qui portent des sacs poubelles et on voit aussi des médecins qui réutilisent à plusieurs fois des masques. Donc là, c'est très inquiétant. Et déjà, on n'a pas assez de lits. Et Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, qui n'est pas forcément le plus progressiste et démocrate, mais qui est en train de bien gérer la crise, demande des équipements du gouvernement fédéral, sauf qu'on reçoit pas assez d'équipements. Donc c'est très inquiétant au niveau des hôpitaux. Karina, on a vu tout à l'heure cette vidéo de Donald Trump, alors que le monde entier, plus ou moins, s'enferme. La moitié du monde est enfermé aujourd'hui, confiné à la maison. Lui, il incite les Américains à revenir au travail. Hein. Il dit ce sera possible à Pâques. Il suffira de se laver les mains, de se faire attention et on reviendra travailler. Donc c'est vrai qu'au départ, il a dit tout est n'importe quoi. Il a dit que c'est comme la grippe, que dès qu'il commence à faire un peu chaud, le virus va disparaître. C'était vraiment de la désinformation. Là, on a vu peut-être qu'il y a quelques semaines, il a commencé à écouter des experts autour de lui, surtout Anthony Fauci, qui est l'éminent immunologiste aux États-Unis, qui est membre aussi de la task force que le président a mise en place pour lutter contre le virus. Mais là, de plus en plus, il commence à ignorer tout ce que Fauci dit. La seule chose qui nous protège, je pense, c'est le fait que les gouverneurs gèrent tout ce qui se passe dans chaque État. Donc, si les gouverneurs à New York, en Californie et ailleurs continuent à dire aux résidents de leurs États qu'il faut rester à la maison, qu'il faut que les commerces restent fermés, en gros, s'ils continuent à ignorer tout ce que le président dit, là, la situation pourrait s'améliorer. Les habitants de Chicago doivent rester chez eux depuis le 20 mars. Mais le confinement n'est pas très contraignant, comme le disait Karina tout à l'heure. On peut sortir pour faire ses courses, se rendre chez le médecin bien sûr, pour promener son chien, se dégourdir les jambes. On n'a pas besoin de se munir d'une attestation, contrairement aux Français. Le gouverneur de l'État, J.B. Pritzker, avait initialement prévu de lever le confinement le 7 avril, mais il va être certainement contraint de le prolonger. Et la maire de la ville, Lori Lightfoot, a annoncé hier la fermeture de la promenade piétonne qui borde le lac Michigan, qui est très prisé des habitants de Chicago, parce qu'en fait, ils s'y massaient en nombre il y a encore quelques jours. Et les gens n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation et sont assez désinvoltes, en fait. Donc, voilà, le confinement n'est pas très contraignant, mais je pense qu'il va se durcir au cours des prochains jours. Alors, il y a New York, il y a Chicago, il y a la Californie, puis il y a plein d'autres États aux États-Unis. Et vous dites justement que c'est assez mal suivi, y compris dans des villes qui ont imposé une forme de confinement. Est-ce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, il faut s'attendre à une catastrophe sanitaire aux États-Unis? On parle aussi d'autres États, la Louisiane, le Sud américain, où on voit des explosions du nombre de cas et déjà d'apparition de nombreux décès. Alors, vous avez eu raison tout à l'heure de souligner la gravité de la situation à New York, puisque c'est devenu l'épicentre de l'épidémie. Il y a plus de 20 000 cas de contamination recensés, plus de 200 décès. Le maire de la ville, Bill de Blasio, disait que plus d'un New-Yorkais sur deux allait être contaminé, soit plus de 4 millions de personnes, et 20% d'entre eux devraient être admis à l'hôpital, alors que les hôpitaux de la ville, comme le disait Karina, sont déjà saturés. Donc, c'est la situation la plus préoccupante. Mais qu'en est-il du reste du pays? En fait, on assiste aujourd'hui à l'émergence de clusters, c'est-à-dire de foyers de contagion un peu partout. Ils sont principalement concentrés sur la côte est, la côte ouest, le Midwest où je me trouve, donc le Michigan, l'Illinois. Et vous avez des foyers de contagion qui commencent à émerger dans le sud, mais les capacités de dépistage sont encore très insuffisantes. Et donc, on n'arrive pas à cartographier l'évolution de la propagation du virus en temps réel. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de cas de contamination dans le sud, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui. Et on peut s'attendre effectivement à ce que certains États, notamment dans le sud des États-Unis, soient très durement touchés en raison de leur impréparation face à la crise sanitaire, en raison de l'obsolescence de leurs infrastructures sanitaires. Et on peut en parler si vous le souhaitez. C'est vrai que la réponse des États est très hétérogène, en fait. Le système de santé américain est décentralisé, donc les décisions sanitaires se prennent souvent à l'échelon étatique ou local pour être au plus près du terrain. Et certains gouverneurs ont réagi très tôt face à la menace sanitaire, comme Jay Inslee, le gouverneur de l'État de Washington, qui a été le premier à déclarer l'état d'urgence le 29 février. Il a été suivi de près par la Californie. Et ensuite, plusieurs États démocrates, mais également républicains, lui ont emboîté le pas et ont pris des mesures assez volontaristes pour enrayer la propagation du virus, que ce soit des mesures de confinement, fermeture d'établissements scolaires, fermeture de bars, restaurants, extension dans certains cas de l'assurance maladie pour permettre aux gens qui n'ont pas d'assurance maladie d'en bénéficier le temps de l'épidémie.
Ce qui est intéressant, c'est de constater que certains États républicains, comme l'Ohio maintenant, ou encore la Virginie occidentale, ont décidé de ne pas s'aligner sur la stratégie du gouvernement fédéral et d'être plus volontaristes, plus agressifs dans leur réponse au coronavirus, parce que je pense les gouverneurs ont pris conscience de la gravité du problème. Mais à l'opposé, vous avez des États comme le Mississippi ou l'Oklahoma qui n'ont pris aucune mesure, si ce n'est la fermeture des établissements scolaires, donc pas de confinement, pas fermeture de bars et restaurants, et c'est dans ces États qu'on peut s'attendre effectivement à une explosion du nombre de cas au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Et en termes de chiffres, 86 000 personnes sont contaminées aux États-Unis, il y a 24 heures, c'était 80 000. Donc ça augmente de manière exponentielle. Et juste pour citer un dernier élément, c'est vrai que le confinement, c'est à l'heure actuelle la mesure la plus efficace pour freiner la propagation du virus, et en fait, 28 États n'ont pas encore pris de telles mesures. Donc, c'est pour vous dire le retard en fait des États-Unis en matière de gestion de la crise. Donc, est-ce que on observe uniquement des manques dans les hôpitaux publics, y compris par exemple dans les endroits pauvres, hein? Vous avez cité le sud des États-Unis, où on sait que la santé a été complètement négligée par les conservateurs, notamment qui dirigent là-bas, ou complètement privatisée. Ou est-ce que la situation finalement est générale, la situation de difficulté, de pénurie, de masques, d'équipements, de personnel est générale? Je pense que la situation est difficile dans tous les États, et quel que soit le type d'établissement de santé qui prévaut dans un État qui soit public ou privé. Vous avez un système de santé qui est fragmenté, qui est décentralisé, qui n'a pas nécessairement coordonné sa réponse face à l'épidémie de coronavirus. Pour vous donner quelques chiffres, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a 60 000 places en réanimation qui sont actuellement disponibles. Et ce qui est très en deçà en fait des besoins, puisqu'une étude de l'université Johns Hopkins prévoit qu'en cas de contamination modérée, environ 200 000 patients devraient être admis en unité de soins intensives sur l'ensemble du territoire, et en cas de contamination sévère, et c'est le scénario vers lequel on s'achemine, plus de 3 millions de patients devraient être admis en unité de soins intensives. Et on prévoit plus de 2 millions de décès aux États-Unis, effectivement. Donc, et en termes d'appareils d'assistance respiratoire, il y en a à peu près 160 000 aux États-Unis, plus 20 000 appareils qui sont dans une réserve fédérale dans laquelle le gouvernement n'a pour l'instant pas l'intention de puiser, mais c'est également très en deçà des besoins. Donc c'est vrai que c'est préoccupant, quel que soit le type d'établissement. Alors après, vous avez toujours les établissements new-yorkais comme Mount Sinai Hospital, qui a plusieurs hôpitaux sur la ville, qui peut réorganiser certains de ces hôpitaux pour augmenter ses capacités d'accueil, mais vous avez d'autres hôpitaux qui sont très nettement majoritaires aux États-Unis, dans les États ruraux, qui n'ont pas cette capacité d'adaptation, qui sont moins flexibles et qui auront du mal à gérer l'afflux massif de patients. Vous venez de dire possiblement 2 millions de morts aux États-Unis. Selon les dernières prédictions, oui. 2 millions sur 340 millions d'habitants. Karina, le Congrès américain a voté hier un paquet de demi-milliard de dollars de mesures d'urgence pour répondre à la crise sanitaire et tenter d'amortir le choc économique. Il y a quoi dedans? Quelles sont les dispositions de ce paquet qui a été voté? Et est-ce que ça concerne les gens qui vont perdre leur boulot, tout simplement? Ouais. Donc effectivement, c'était le plus grand package de stimulus qu'on a vu de l'histoire moderne aux États-Unis. Donc c'est important à noter aussi que dans un contexte très polarisé, c'était une vote unanime, donc c'est pas rien. Donc pour entrer un petit peu dans les détails, ça donne donc 500 billions de ce package est dévoué aux entreprises en difficulté. Il y aurait aussi à chaque Américain qui gagne moins de 75 000 $ par an, un virement de 1 200 $. Et ça, là, il s'agit d'un paiement unique, donc c'est pas énorme. C'est une fois 200. Il y aurait aussi 500 par enfant. Et le package élargit aussi le champ de chômage. Comme vous venez de dire, je pense qu'il y avait 3,3 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage dans une semaine. C'est énorme, c'est un record historique. Donc, ce package donne une prolongation de 13 semaines d'allocation de chômage. Et pendant une période de 4 mois, ça augmente les allocations qu'on reçoit. Donc, ça veut dire que si on est au chômage pendant une période de 4 mois, les allocations seront plus hausses que d'habitude. Mais beaucoup déjà disent que ça va être juste un petit pansement sur une hémorragie économique et sociale très, 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 très profonde, que ça ne va pas régler les problèmes. Non, pas du tout. Et aussi, ce virement à chaque Américain est que
c'est que aux Américains qui ont un numéro de sécurité sociale. Donc là, ça veut dire que les immigrés qui ont que un tax identification number, donc là, ça veut dire des immigrés qui sont en situation régulière, qui paient quand même des impôts, recevront rien de ce package. Donc, même si c'était une vote unanime, c'est mieux que rien, mais pour beaucoup d'Américains, ça va pas vraiment aider. Et donc, à gauche, au sein du Parti démocrate, comme Alexandria Ocasio-Cortez, mais aussi à droite, il y a des républicains qui disent que ce package ressemble un peu trop à ce qu'on a vu en 2009 après la crise financière. Donc, il faut noter aussi que, vu l'ampleur de la situation économique en ce moment aux États-Unis, ça se peut que d'ici quelques semaines, voire dans les mois qui viennent, on aura besoin d'un autre package, un autre stimulus. Donc, On l'a oublié un peu, mais il y a toujours une primaire en cours aux États-Unis. Là, il y a la primaire démocrate qui doit désigner normalement l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle, qui est prévue le 3 novembre. Hein. Le centriste Joe Biden est clairement devant le débat sur la sécurité sociale universelle aux États-Unis, qui était beaucoup déjà dans la campagne. Oui, c'est vrai qu'au départ, Joe Biden était un peu nulle part. Sa campagne avait dit qu'il y avait des problèmes techniques, donc il a essayé d'organiser plusieurs conférences de presse sur Internet, mais ça n'a pas marché. Là, cette semaine, on voit qu'il a organisé un happy hour pour des électeurs, et là où il a parlé de la crise. C'est vrai que Bernie Sanders, il est toujours en lice. Ce sera très difficile pour lui de devenir le candidat du Parti démocrate, mais je pense qu'il reste en lice justement parce qu'il voit dans cette crise une opportunité. Le fait que ce qu'on voit dans le système de santé et le contexte économique et le fait que les gens n'ont pas d'assurance maladie, que en fait, tout ce qu'il dit serait vraiment nécessaire après la sortie de cette crise. Mais je pense pas, même si ça pousse un peu Biden d'être un peu plus de gauche que d'habitude, Bernie Sanders n'a aucune chance d'avancer en ce moment. C'est plus possible pour lui. Je vais mettre ma casquette de politologue aussi, si vous me permettez. C'est vrai que les crises de cette envergure, elles peuvent catalyser l'avènement d'un nouveau modèle social, d'un nouveau système de santé, d'un nouvel ordre politique. Et ce dont on discute beaucoup actuellement, c'est le fait que l'une des aberrations du système américain, c'est le fait que l'assurance maladie soit liée à l'emploi, puisque beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et de facto ont perdu leur assurance maladie, elles se retrouvent au chômage, donc elles se retrouvent privées d'assurance maladie au moment même où elles sont le plus susceptibles de recourir au système de santé parce qu'elles contractent le virus. Donc ça, c'est une chose qui potentiellement va évoluer au fil des semaines, au fil des mois, et l'opinion publique américaine prend conscience de l'absurdité de cette situation. Par contre, si je peux me permettre, pour mettre un peu de profondeur dans ce débat, au cours de l'histoire américaine du XXe siècle, début du XXe siècle, on a constaté une série de catastrophes sanitaires et humanitaires qui n'ont pas nécessairement rebattu les cartes, que ce soit le New Deal proposé par Franklin Roosevelt, qui s'est concrétisé à travers la loi de sécurité sociale en 1935. Il voulait créer à ce moment-là un système de santé universel. Il a dû y renoncer face à la pression des médecins qui ne voulaient pas que l'État s'immisce dans leur activité professionnelle. Pareil, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, Harry Truman voulait créer une assurance santé obligatoire pour tous. L'American Medical Association, donc ce syndicat de médecins très puissant, l'en a dissuadé, donc il y a renoncé. Et plus récemment, après les attentats du 11 septembre, vous aviez tous ces first responders, donc ces médecins, pompiers, volontaires qui ont porté secours aux victimes des attentats, qui n'étaient pas tout assurés. Et il leur a fallu plusieurs années pour obtenir réparation, pour qu'elles bénéficient d'une couverture santé, parce que beaucoup d'entre elles avaient contracté des maladies respiratoires ou des cancers après leur mission de sauvetage. Donc, on a un ensemble d'exemples historiques, malheureusement, qui montrent que malgré les pires situations sanitaires ou humanitaires, le modèle social ou le modèle de santé a évolué, mais pas souvent dans le sens d'une universalisation du système de santé américain. J'espère qu'il en sera autrement, mais c'est difficile à dire pour l'instant. Merci beaucoup. Merci. La minute détente avec aujourd'hui un extrait du journal de confinement, un peu énervé quand même, de Pierre-Emmanuel Barré.
En ce moment, c'est l'enfer aux urgences. Le personnel soignant est débordé, les gens attendent sur des brancards dans le couloir, il y a des gens qui meurent par manque de soins, hein. On dirait les urgences avant. En plus, les médecins et les infirmiers, ils ont pas assez de masques. Mais heureusement, j'ai trouvé sur internet comment fabriquer des masques maison. Ah, c'est un masque au yaourt. Ça protège les impuretés et ça détoxifie la peau. Ça, c'est un masque au curcuma. Ça protège de l'acné et ça régule la production de sébum. Et ça, c'est un masque FFP2. Ça protège de rien parce qu'il n'y en a pas. Il y a des médecins et des infirmiers en train de crever et il y a à peine 5 jours, Sibeth Ndiaye disait « Oui, les masques, ça peut être contre-productif. » Si tous les cons du monde se donnaient la main, Sibeth, elle donnerait les pieds. Non mais de toute façon, c'est foutu. À partir du moment où tu peux remplacer n'importe quel membre du gouvernement par Bernard Montiel et que ça change rien, c'est que c'est foutu. Ça ne viendra pas en France. Ça vient en France. C'est pas dangereux. C'est dangereux. Restez chez vous. Allez voter. Télétravailler. 1 000 € pour ceux qui vont bosser. Pas de rassemblement. Rendez-vous dans les champs pour aider les agriculteurs. C'est la merde depuis janvier. Les mecs ont commandé les masques le 3 mars. Putain, le 3 mars, quoi. C'est comme si je baisais et 9 mois après, j'achète une capote pour foutre le gamin dedans. Bonjour papa. Des masques, j'en ai pour tout le gouvernement. Un pour Édouard Philippe, un pour Muriel Pénicaud, un pour Bruno Le Maire. C'est très facile à utiliser. Vous remontez le temps et vous l'enfilez sur la bite à papa. Hop, le pays est sauvé. On va maintenant parler un petit peu de solidarité, des graines d'espoir, de ce qui se crée, ou en tout cas commence à se créer dans ce moment exceptionnel, un moment qui peut nous isoler, qui peut nous décourager. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la prolongation du confinement à l'instant, alors que nous tournons cette émission jusqu'au moins le 15 avril. Avec nos deux invités, on va parler de ça justement, des graines d'espoir, de la possibilité de créer des choses dans ce moment très particulier. Nos deux invités, Pablo Servigne et Joël. Bonjour à vous deux. Pardon. Bonjour. Vous êtes tous deux des membres fondateurs, on va dire, du réseau Covid Entraide France. Alors au départ, il y a eu un appel samedi dernier que nous avons notamment publié sur Mediapart, dans le club de Mediapart, signé par près de 230 personnalités. Son titre, c'est « Face à la pandémie, retournons la stratégie du choc en déferlante de solidarité ». Donc c'est très clair, vous pouvez retrouver cet appel sur le site internet du réseau qui va s'afficher, dont l'adresse va s'afficher, voilà, covid-entraide.fr. Mais je vais quand même en lire quelques extraits. Vous écrivez « À l'union nationale, nous préférons l'entraide générale. À la guerre, nous opposons le soin. Nous allons tenir ensemble pour faire face à l'épidémie, transformer l'isolement imposé en immense élan d'auto-organisation et de solidarité collective, construire l'entraide à la base pour aider les plus fragiles qui ne peuvent pas sortir à obtenir de la nourriture, pour garder les enfants de celles et ceux qui doivent continuer de travailler, pour se donner des nouvelles et se réconforter, pour soutenir les plus précaires dans leur lutte pour vivre, en restant chez nous pour le moment, mais dans la rue dès que possible. » Et vous ajoutez « Jamais l'alternative n'a été si claire, le scandale si palpable, nous jouons notre vie pendant que gère l'économie. » Alors, Covid Entraide, c'est un site internet, une carte des initiatives, une boucle de messages sur les téléphones. On va en parler justement avec vous. Et je voudrais commencer par vous, Pablo. Bonjour, Pablo Servigne. Vous êtes chercheur, co-auteur de Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, paru en 2015 aux éditions du Seuil, et plus récemment d'un autre livre qui s'intitule Une autre fin du monde est possible, toujours aux éditions du Seuil. Pablo, quand on s'est parlé hier pour préparer cette émission, vous m'avez dit, avec ce virus, il y a une brèche qui s'ouvre. Elle va peut-être vite se refermer, alors il faut y aller. Quelle est cette brèche qui vient de s'ouvrir pour vous? Là, il y a un bouleversement majeur là, qui est en train de se passer, une expérience à grande échelle. On a une crise systémique, c'est-à-dire que c'est une pandémie qui touche les systèmes sociaux, politiques, géopolitiques, économiques, financiers, etc. Et du monde vivant aussi. Donc on a vraiment une grande démonstration de la vulnérabilité de notre monde, et monde interconnecté, globalisé, c'est ça qu'on disait en 2015. Je voulais juste préciser que j'étais pas chercheur dans le monde académique, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté le monde académique, là je suis chercheur indépendant ou interdépendant, oui. Et qu'on avait publié avec Gauthier Chapelle l'entraide, un autre bouquin qui résume ce que les scientifiques ont découvert sur l'entraide. Et donc ça, on en parlera à l'occasion, mais c'est juste pour dire que cette brèche,
elle est incroyable parce que déjà, elle montre que quand on arrête la méga machine, il se passe des choses folles dans le monde vivant. Il y a une sorte de résurgence. Mais surtout, au niveau social et politique, on voit un grand paradoxe. Enfin, on est en train de vivre un paradoxe, c'est-à-dire que pendant les décennies qui ont précédé, le néolibéralisme a détruit systématiquement les États, l'État-providence, la santé, etc. Et on a aussi bien qu'aujourd'hui, on a affaire à des États défaillants, en tout cas à diverses échelles. Mais et avec cette brèche, cet événement majeur qu'est la pandémie, on voit un grand retour des États souverains. Et c'est paradoxal puisque les politiques actuellement au pouvoir s'employer justement à démonter tout ça. Alors un grand retour des États souverains, ça veut dire des grands risques d'autoritarisme, voire de fascisme, de méga-surveillance généralisée, de mesures antidémocratiques, antisociales, d'un état d'urgence permanent. En bref, ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc, c'est-à-dire quand les citoyens sont sidérés, eh ben on profite, enfin le capitalisme profite pour faire passer des mesures complètement folles que en temps normal personne n'aurait voulu. Donc notre idée avec cette tribune, c'était d'inverser la stratégie du choc, c'est-à-dire de profiter d'une béance, comme ça, d'une sidération à la fois des peuples, mais aussi des élites qui sont sidérées, pour faire émerger l'entraide, d'abord au niveau local, en situation d'urgence, l'entraide et l'auto-organisation qui émergent, on en parlera dans quelques minutes, très facilement, et puis de proposer surtout maintenant des mesures pour l'après, pour le jour d'après, pour le temps long, des mesures structurelles, audacieuses, mais hyper audacieuses, pour refaire vivre un État-providence qui prenne soin du bien commun, des services publics, des peuples, des populations, etc. Et quand je dis prendre soin, c'est vraiment aller à l'encontre des valeurs que sont le profit, le pouvoir, l'efficacité, la compétition, la domination, etc. Voilà pour la brèche. Juste un petit, et je passe après à Joël qui est avec nous depuis Commercy dans la Meuse et qui gère vraiment au quotidien ce réseau qui se met en place. On va en reparler. Vous avez justement écrit ce livre qui s'appelle L'entraide. Comment on construit des solidarités dans un moment comme celui-ci où, en effet, c'est le désespoir qui peut gagner, y compris des gens qui sont très impliqués localement dans des initiatives, qui sont très impliqués même dans des mouvements qui ont peut-être manifesté ces dernières années. Comment on arrive à réactiver cette solidarité qui est nécessaire. On le voit tous dans notre quotidien aujourd'hui. En fait, ça se fait relativement facilement, c'est assez automatique, c'est-à-dire que nous, les êtres humains, on est une espèce ultra sociale, hyper câblée au niveau neuro, au niveau hormones, etc., pour la socialité, la prosocialité. Donc, il suffit d'un moment, une brèche ou un moment extraordinaire pour faire sortir des comportements prosociaux extraordinaires. Ça, c'est ce qu'on montrait dans notre bouquin, mais c'est 10 pages du bouquin. Et il y a eu 2 malentendus en fait suite à ce bouquin, parce qu'on disait que en temps de catastrophe, l'entraide pouvait émerger. Le premier malentendu, enfin déjà, ça fait du bien de comprendre ça et de savoir ça. En temps de catastrophe, l'entraide émerge. Voilà. Mais les malentendus, le premier, c'est que il a du mal à émerger. Enfin, tout ça a du mal à émerger, un peu plus de mal à émerger dans des sociétés baignées par une culture de l'égoïsme et de la compétition, un bain idéologique qu'on se prend, qu'on subit depuis des décennies. Et donc, ce bain idéologique de la compétition, en fait, il ne peut émerger qu'en période d'abondance. C'est que quand on a beaucoup, qu'on a peur de perdre des choses, et actuellement, nos sociétés ont peur de perdre des choses, de réduire, et que des gens qui prônent la compétition, vous savez, les financiers, les traders, pourquoi ils prônent la compétition? En fait, parce qu'ils risquent rien. Ils risquent pas leur vie, les traders. Ils ont quasi rien à perdre, ils ont tout à gagner. Donc, ils peuvent mettre en avant la compétition. Et en fait, l'autre malentendu, donc c'est vraiment la culture de l'égoïsme et l'idéologie qu'il faut arriver à changer dès maintenant pour ne pas arriver dans les grands chocs avec ce bagage. Voilà. Et le deuxième malentendu, c'est que l'entraide, si elle émerge spontanément,
elle ne dure pas forcément longtemps. C'est-à-dire qu'elle peut s'éroder et s'effondrer assez rapidement si on ne met pas en place des leviers, des politiques, des institutions, des normes sociales. Et c'est tout ça qu'on détaille dans le livre. C'est pour ça que maintenant, il faut arriver à graver dans le marbre l'entraide et l'auto-organisation, qui est spontanée, mais qui ne dure pas si on ne le passe pas au niveau collectif. Alors justement, hein, l'auto-organisation, c'est vraiment l'idée de ce réseau Covid Entraide, Covid Entraide qui vient en France, qui vient de se créer. Joël, vous êtes vraiment une des chevilles ouvrières de ce réseau. Comment il fonctionne, ce réseau? Comment on crée des liens alors qu'on ne peut pas se rassembler? C'est tout le défi. Je pense qu'on est vraiment parti au point de départ en se disant ce que décrit Pablo, c'est vraiment le point de départ. On a anticipé un peu la sidération parce qu'on avait l'exemple de l'Italie avant. Donc on savait avec quelques jours d'avance en vérité ce qui nous attendait parce qu'on avait déjà une dégradation rapide de la situation en Italie et ça nous a permis très vite de savoir qu'on allait être confiné avec quelques jours d'avance parce que si on s'informait suffisamment, on savait ce qui allait suivre. Et donc à partir de là, on s'est dit on va être confiné, on va plus pouvoir se voir physiquement, donc les gens vont tous être chez eux. Et en fait, le premier truc à faire, c'est de créer le lien en fait. Donc on s'est dit la chose la plus simple avec l'extraordinaire champ d'outils qu'on a maintenant via Internet, via les réseaux sociaux, de dire utilisons déjà ces outils pour reconnecter les gens, qui des espaces pour simplement prendre conscience de ce qui leur arrive en fait. Parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qui leur arrivait au moment du début du confinement. Et cette espèce de discours un tout petit peu infantilisant du gouvernement, enfin pas un tout petit peu, carrément infantilisant de Macron, de dire « vous n'avez pas été raisonnable, maintenant je vous confine ». En fait, c'est normal, la population n'avait pas eu les infos non plus pour savoir ce qui lui arrivait à la mesure de ce qui arrivait. En fait. Donc, on a créé d'abord les outils pour se retrouver, échanger. Ça a été Telegram, puis ça a été Facebook. Enfin, on a investi les endroits où se trouvent les gens, en fait. Oui. Comment on peut justement, on va parler juste des initiatives pour terminer de ce qui se passe, mais comment on peut vous retrouver? C'est-à-dire, il y a une boucle Telegram, il y a un groupe Facebook? Alors, on a une boucle Telegram, un point d'entrée. Le mieux, c'est de prendre le site Internet. En fait, on a voulu vraiment créer un point d'entrée facile parce que le site Internet, c'est quand même le point d'entrée le plus facile, c'est covid-entraide.fr. À partir de là, on a un onglet annuaire où il y a les liens Telegram, les liens Facebook, mais même sur la page d'accueil, vous avez ça directement. Donc, ça vous emmène d'une part vers les outils Telegram, où il y a tout un tas de salons thématiques de partage, etc. Et de l'autre côté, Facebook, où il y a toute une arborescence aussi de groupes. Et alors justement, dernière question, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur ce réseau? Quel type d'actions de solidarité sont en train de se passer sur ce réseau? Et ben là, concrètement, on a tout un travail, justement, on veut pas simplement rester, on veut pas être une chatroom, on veut être aussi un endroit qui prend ancrage dans la réalité. Donc, on a créé une cartographie où les gens peuvent spontanément s'enregistrer. Donc, créer des groupes individuels, collectifs, que les personnes puissent créer des points physiques sur la carte où on peut les contacter, il y a leurs coordonnées. Et toutes ces personnes qui vont proposer du ménage, qui vont se grouper entre eux pour proposer de faire les courses, qui vont réfléchir ensemble à différents moyens de solidarité, sont visibles sur cette carte. Donc d'un côté, ces personnes qui veulent proposer de l'aide concrète peuvent avoir un endroit où elles sont retrouvables. Et de l'autre côté, les personnes qui sont en demande voient sur cette carte les points près de chez elles, où soit d'une part, elles peuvent rejoindre d'autres personnes pour s'organiser collectivement, soit d'autre part, proposer elles-mêmes un nouveau cadre qui permet de se regrouper pour s'aider mutuellement, en fait. Et donc, concrètement, ça donne des situations où, récemment, on a eu une personne qui nous a dit ma famille, nous, on a notre mère qui est toute seule à Paris et elle peut pas faire ses courses. Elle fait ses courses, mais elle a des pertes de mémoire, donc elle enfreint les attestations, elle comprend pas ce qui lui arrive, la police la contrôle à répétition. Est-ce que quelqu'un pourrait lui faire ses courses? Voilà, concrètement un peu un exemple de ce qui se fait. Et on aimerait accentuer ce mouvement-là d'ancrage géographique. Donc on a toute une arborescence de groupes régionaux, de groupes locaux, qui sont des espaces en ligne, mais aussi de possibilités de se retrouver physiquement là où on vit, en fait. Voilà.
Voilà, merci beaucoup à tous les deux. On va suivre ce mouvement, hein. C'est vital de s'organiser dans cette période. Plusieurs centaines d'organisations, de mouvements, d'ONG à travers le monde viennent d'ailleurs de signer un appel mondial pour une sortie de crise juste. On peut le retrouver sur le site de l'organisation 350.org et on en reparlera bientôt dans Mediapart. Et on va poursuivre cette discussion sur l'après tout de suite avec Fabien Escalona en conversation aujourd'hui avec le formidable Romaric Gaudin. Fabien, c'est à toi. Bonjour Romaric, alors on te retrouve pour parler un peu économie. Toi, tu avais pris un peu d'avance sur nous, tu avais commencé ton confinement un peu plus tôt. On vient d'apprendre là qu'il va être prolongé au moins jusqu'au 15 avril, ça va, tu tiens le coup? On fait avec, hein. Alors avec toi, on va tenter d'y voir plus clair dans ce que la crise sanitaire fait à l'économie monde dans laquelle on vit. Il y a plein de questions à se poser, mais on va commencer d'abord par prendre la mesure de l'ampleur de ce qu'on vit et de la crise économique, de la récession qui nous attend. Je regardais un peu avant l'émission ce que disaient les instituts de prévision économique, hein, ceux qui nous donnent les indicateurs de la croissance passée et de celle qu'ils estiment pour les trimestres ou les années à venir. Alors, ils sont un peu perdus parce que c'est évidemment un scénario auquel ils ne sont pas du tout habitués. Mais je voyais que dans les grandes estimations qui étaient fournies, si on parle de la Chine ou de l'Union européenne, entre un trimestre sans crise sanitaire et un trimestre avec crise sanitaire, on parle de plus d'un tiers de la richesse produite qui disparaîtrait, enfin qui serait en moins par rapport à la normale. Et enfin, l'INSEE, donc c'est l'Institut français pour la France, a évoqué le fait qu'un mois de confinement, donc là on va y être, hein, le 15 avril, c'est 3 points de PIB, hein, de richesse nationale en moins sur l'année. Et si on va jusqu'à 2 mois de confinement, on n'espère pas, mais si c'est le cas, ce sera 6 points en moins. Est-ce qu'il n'y a jamais eu une situation où on a eu une telle récession de tel niveau simultanément dans toutes les grandes régions du monde qui font l'économie monde à un moment T? Alors, c'est une vraie question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse parce que nos outils de mesure sont pas encore complètement, enfin, n'étaient pas les mêmes dans les moments de crise un peu équivalentes et notamment dans les moments de crise qui étaient celles des guerres mondiales. Néanmoins, ce qui est assez étonnant effectivement aujourd'hui, c'est qu'on a un effondrement de la production et de la consommation qui est très rapide et à un niveau effectivement jamais vu depuis quasiment la création du capitalisme, si on exclut évidemment ces périodes de guerre. Mais ces périodes de guerre, elles ont une organisation particulière, mais elles ont une particularité par rapport à maintenant, c'est que en fait, il y a une réorientation de la production vers l'économie de guerre. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment ça. En fait, on a juste un effondrement en fait de la consommation de services, de biens et de la circulation en fait des biens et services. Donc, on est dans une situation qui est assez unique. Par son ampleur et par sa nature. C'est ça qui est un petit peu nouveau, disons, par rapport à avant. Et moi, je rejoins un peu ce que dit notamment l'historien Adam Tooze, qui a fait un article dans le Financial Times hier et qui expliquait que c'était pas 1920, c'était certainement pas 2008. Hein, c'est beaucoup plus fort que la crise de 2008. C'est d'une nature complètement différente. Mais c'était pas non plus 1914, c'était pas non plus 1929. C'était quelque chose d'assez nouveau et qu'on va découvrir en fait, qu'on va vivre voilà en direct parce que on n'a pas réellement de précédent qui est dans la même de la même nature. Ouais, tu citais 1929, c'est souvent le point de référence que prennent les financiers hein, pour évoquer le grand krach qui ensuite avait donné lieu à la grande dépression. On a eu un article dans Mediapart à ce sujet, mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de développer, c'est-à-dire le caractère sans précédent de la crise. Tu disais que c'était une crise aussi pas seulement inédite par son ampleur, mais inédite par sa
qualité, si j'ose dire, par sa structure. En fait, souvent en économie, on parle de circuit de l'économie. Tu as cité l'offre et la demande. En gros, c'est comment l'offre et la demande se nourrissent, finissent par former une boucle qui donne ensuite un certain nombre de résultats en termes de niveau d'emploi, de niveau de production. Et donc là, si je te suis bien, on est dans une situation où le circuit n'est pas seulement bloqué ou en pause ou freiné, il est tout simplement désarticulé par la mise à l'arrêt de pans entiers de la production. Oui, c'est ce qui est assez marquant en fait dans cette période, c'est qu'on a une double crise de l'offre et de la demande. De la demande parce qu'effectivement les gens restent chez eux, ils ne peuvent pas avoir un niveau de consommation qui est celui de la consommation habituelle. Je précise quand même que même s'il n'y avait pas les mesures de confinement, il y aurait de toute façon un choc de demande puisque les gens sortiraient moins de chez eux naturellement par crainte de l'épidémie et de la contagion. Donc ça, c'est le premier choc. Ce premier choc, il a déjà un effet sur l'offre, c'est-à-dire que l'offre doit s'ajuster à cette demande, mais en plus, l'offre, elle est aussi touchée par le fait que les travailleurs, eux, ne peuvent pas se rendre au travail dans de nombreux cas, et que dans ce cas-là, effectivement, la production, elle est également, sinon à l'arrêt, du moins très largement entravée. En tout cas, la production de services est entravée. Donc, on a un double choc qui est simultané, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez rare en économie. Ce qui est aussi particulier et ce qui est plutôt inquiétant pour l'économie française, c'est que ça frappe directement le secteur des services. Alors que habituellement les chocs de demande classiques genre 2008, on a une dépression de l'investissement, de la circulation des biens, et donc ça touche d'abord le secteur manufacturier, le secteur industriel, puis ensuite par les suppressions d'emplois, le secteur des services. Mais le secteur des services est souvent le dernier touché, et il y a des protections en fait contre ce système-là. Sauf que là, en fait, on a fermé en fait le cœur de l'économie capitaliste contemporaine, qui est le secteur des services. Donc effectivement, on a le double choc d'offres et de demandes sur un secteur qui généralement est moins touché que les autres, qui est celui des services. Ouais, tu disais que c'était inquiétant pour l'économie française parce qu'elle s'est pas mal désindustrialisée ces dernières décennies. Les services, c'est largement plus de 70% de la richesse nationale. Tu me corrigeras au cas où. Mais justement, j'avais une question sur l'économie française, puisque tu as consacré vraiment assez tôt, en mi-mars, le 17 mars, je crois, un article sur l'état d'exception dans lequel était plongée l'économie française. Tu parles quasiment de suspension de l'économie de marché. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire? Parce que quand on va faire nos courses, quand on se permet de sortir pour se ravitailler, on fait des transactions comme avant, donc on ne se rend pas compte que dans ces transactions quotidiennes de cette suspension de l'économie de marché. Est-ce que tu peux détailler? Oui, effectivement, sur les biens qu'on a encore le droit ou la possibilité, on va dire, d'acquérir, l'économie de marché, elle continue à fonctionner, mais c'est un fonctionnement qui est un peu mis entre parenthèses quand même. Ce que je voulais dire, c'est que en réalité, l'économie de marché, elle fonctionne sur le fait que c'est le marché en fait qui dicte les impératifs de production et de consommation. Et donc, effectivement, on va produire pour un marché qui va permettre de produire ensuite du profit, qui va permettre ensuite de l'investissement, mais tout ça est géré en fait par un système en fait de marché. Sauf que là, le marché en fait, il n'existe plus tout simplement parce que en fait, les transactions l'essentiel des transactions, qui sont en fait des interactions sociales, ne sont plus possibles aujourd'hui. Et donc, c'est l'État en fait qui d'abord a pris la décision de suspendre la plupart de ces transactions par le système du confinement et par l'interdiction de certaines d'activités importantes. L'hôtellerie-restauration, c'est une vingtaine de % du PIB français. Donc, l'État a décidé à la fois de geler une partie de ce fonctionnement de l'économie de marché, et puis il a pris le relais, en fait, en assurant
eh bien, à la fois pour les entreprises, des prêts qui pourront remplacer le chiffre d'affaires perdu, et pour les salariés touchés par les mesures de chômage partiel, par exemple, eh bien, la continuité des salaires. Donc, il y a une forme de trou noir. Enfin, il y a à un moment, il y a une suspension en fait du temps de l'économie marchande, c'est-à-dire que si on laissait l'économie de marché fonctionner normalement aujourd'hui, dans ces conditions, en fait, elle s'effondrerait totalement. Et y compris les réseaux de grande distribution dans lesquels on va aujourd'hui encore et dans lesquels on consomme encore aujourd'hui. Si on laissait en fait l'économie fonctionner, eh bien ces réseaux de grande distribution s'effondreraient comme les autres. Donc effectivement, il y a une prise de relais de l'État qui décide d'administrer l'économie de façon quasiment complète, en se substituant à cette économie marchande et en remplaçant par de la création monétaire ou de la dette, on y reviendra peut-être, il y a toutes les transactions monétaires qui normalement se font dans le cadre de l'économie de marché traditionnelle. Oui, c'est pour ça qu'il y a parfois cette expression qui est employée par les économistes en dernier ressort. C'est l'État assureur en dernier ressort ou payeur en dernier ressort dans cette idée de substitution. On vient de parler de la France, on va élargir la focale petit à petit. Je voulais aussi t'entendre sur l'Allemagne, parce que ce qui est intéressant dans ce moment-là, où il y a une sorte de suspension des règles habituelles, des routines habituelles de l'économie de marché, c'est un moment où les dogmes les plus établis éclatent. Et en Allemagne, chez nos voisins les plus puissants en Europe, le dogme, c'était la discipline budgétaire à outrance qui les empêchait d'investir, alors qu'il y a beaucoup d'investissements nécessaires même par la puissance publique en Allemagne. Et là-bas aussi, ça y est, ce dogme-là a été levé. Ils vont faire un plan de relance assez conséquent. Est-ce que ça t'a frappé? Et ensuite, est-ce que ça peut avoir des implications au-delà de l'Allemagne dans la zone euro? Puisque une des critiques qu'on faisait dans le fonctionnement de la zone euro, c'était que l'Allemagne, justement, ne jouait pas son rôle de celui qui était capable de dépenser. Alors, c'est une question qui est plus compliquée qu'elle en a l'air parce qu'en fait, on voit passer des titres. L'Allemagne fait un plan de relance de plus de 600 milliards. Voilà. En réalité, comme j'ai expliqué, on a une suspension en Allemagne comme ici de l'économie de marché. Et dans ce cas-là, l'État arrive à la rescousse. Et ça, c'est pas quelque chose. Ça peut nous surprendre parce qu'on a l'habitude d'avoir un État qui essaye de jouer un peu en dehors de l'économie, mais en réalité, dans l'histoire du capitalisme, l'État est toujours venu en sauvetage des marchés lorsque le marché ne fonctionnait plus ou était en menace de s'effondrer. Donc, effectivement, c'est un mouvement classique dans le capitalisme lorsque, effectivement, le système est en train de faire une surchauffe ou d'exploser, l'État vient et prend le relais. Et c'est ce qui se passe, en fait, également en Allemagne. C'est-à-dire que c'est moins un plan de relance qui a été annoncé que, bien, une sorte de pont de cash, en fait, pour permettre à l'économie allemande de passer ce moment-là. Et effectivement, alors il va y avoir des dépenses budgétaires qui vont faire exploser le déficit budgétaire allemand. Et il faut bien se souvenir que dans la règle constitutionnelle allemande qui est le frein à l'endettement, il y a des circonstances exceptionnelles qui permettent en fait d'avoir recours au déficit budgétaire lorsque c'est nécessaire et lorsque notamment ce sont des circonstances qui ne dépendent pas du fonctionnement de l'économie, voilà, des phénomènes naturels comme l'épidémie. Pour moi, ça c'est pas très étonnant, c'est relativement normal. Ce qui est plus intéressant, c'est que en réalité, de voir ce qui va se passer ensuite. Parce que la règle constitutionnelle allemande, par exemple, elle dit ensuite il va y avoir un compte spécial qui va être fait et le déficit en plus qu'on aura fait pendant la crise, il faudra le rembourser, il faudra vider ce compte, il faudra le rembourser, l'amortir dans les années à venir. C'est-à-dire que on va servir en fait de coussin de protection à l'économie et puis ensuite il y aura une phase d'austérité, de réduction des dépenses pour pouvoir rembourser la dette qui a été faite
pendant cette crise. Finalement, au niveau de la zone euro, la suspension des règles du pacte de stabilité, etc., c'est une mesure d'urgence, mais qui ne dit rien de ce qui va se passer ensuite. Ce que je trouve plus intéressant, c'est qu'on voit en fait l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont refusé de s'engager en fait à long terme, notamment sur des obligations d'État communes liées spécifiquement à cette question du coronavirus pour pouvoir répondre notamment aux besoins de l'Italie aujourd'hui. Donc il y a encore un refus fondamental à ce stade de la crise, parce que ça peut changer évidemment, mais il y a encore un refus fondamental à ce stade de la crise d'une mise en commun des moyens des uns et des autres pour réaliser une politique économique au niveau de la zone euro, au niveau de l'Union européenne. Donc pour moi, je serais très prudent, je ne suis pas certain que ça débouche sur un changement de politique à terme de l'Allemagne, avec notamment des investissements, non, parce que pour le moment, ce n'est pas des investissements qui ont été annoncés, c'est simplement que ce n'est pas le moment d'annoncer des investissements, on n'est pas dans cette phase-là pour le moment. Ouais, ces obligations dont tu parles, hein, ça fait référence à un vieux projet qui avait été sorti au moment de la crise de 2008, de faire ce qu'on appelait des eurobonds, des eurobonds, c'est-à-dire des titres qui sont émis collectivement par les États de la zone euro et qui permettent de répartir les risques, alors que certains États sont un peu persona non grata sur les marchés. Donc, c'est un mécanisme de solidarité, on va dire, et beaucoup de pays du Nord, et notamment l'Allemagne, ils sont hostiles. Alors, on va progresser, et je voulais avant de parler de ce qui va se passer après, justement, des pistes pour l'avenir, c'est la question que tu ouvrais. Un dernier mot peut-être de diagnostic sur la situation contemporaine et du caractère exceptionnel de la situation. Je voulais qu'on entende parler quand même des banques centrales, qui sont des acteurs souvent méconnus du grand public, parce que tout ça est très technique, hein, ils font des actions qui sont très peu visibles du grand public. Ces banques centrales, donc la Banque centrale européenne pour la zone euro, ce qu'on appelle la Fed pour les États-Unis notamment, elles étaient beaucoup intervenues au moment de la crise de 2008, quand les banques osaient plus prêter, hein, quand il y avait cette grande crise financière. Et puis après la crise des dettes souveraines en Europe, elles avaient balancé beaucoup de liquidités, comme on dit, sur les marchés. Et qu'est-ce qu'elles font de neuf en ce moment pour répondre à la crise sanitaire ? Eh bien, elles ont encore amplifié leur politique, hein, qu'elles avaient commencé effectivement après la crise de 2008-2010. Dans le cas de la Fed, qui avait commencé un petit peu à rétro-pédaler, il y a un mouvement de retour en arrière et on est revenu à une politique très expansionniste. L'idée des banques centrales, c'est qu'en fait, elles sont aujourd'hui, alors entre la Fed et la BCE, c'est un peu différent, mais aujourd'hui, elles disent, voilà, on met tout ce qu'on peut faire, on le met sur la table pour sauver l'état de l'économie. Et notamment, ce qu'elles peuvent faire, évidemment, c'est racheter des titres sur les marchés financiers. C'est notamment quasiment la seule chose que peut faire aujourd'hui la BCE. Alors, la BCE a levé toutes les limites qui existaient à ces rachats, mais dans le cas de la BCE, on est toujours bloqué par le fait que, effectivement, le seul canal qui est possible pour la Banque centrale européenne, c'est effectivement de passer par les marchés financiers et les banques pour pouvoir ensuite alimenter l'économie réelle. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, ça suppose de passer par le crédit. Et effectivement, aujourd'hui, au cœur de la crise, comme je l'ai expliqué, tout est suspendu, l'économie marchande est suspendue, on n'a aucune visibilité, on n'a aucune confiance dans l'avenir, on est dans l'incertitude radicale et donc on ne prend pas de crédit. En fait, personne aujourd'hui n'a envie d'aller voir son banquier pour prendre un crédit sur 10 ans ou sur 5 ans pour acheter des choses ou investir. Voilà. Donc même si on facilite énormément le crédit, en gros, les acteurs n'ont même pas envie, quoi qu'il arrive. Alors, ça peut être évidemment, la question, c'est que ça peut être utile pour deux choses. Ça peut être utile lorsque le confinement sera arrêté et qu'on aura un certain retour à la normale, on y reviendra, mais voilà. Donc, dans ce cas, effectivement, pour faire repartir la machine économique, il faudra du crédit. Donc, à ce moment-là, la politique de la Banque centrale sera intéressante. Et puis, deuxièmement, ça peut servir, et
là, le cas américain est plus intéressant. Ça peut servir parce que effectivement, les banques centrales rachètent des titres d'État et donc elles financent indirectement ou directement dans le cas des États-Unis, elles financent en fait le déficit budgétaire qui lui vient des mesures dont on a parlé, des mesures de remplacement de l'économie marchande dont on vient de parler. Donc, effectivement, ça, c'est une mesure qui est importante, mais dans le cas de la Banque centrale européenne, encore une fois, il n'y a pas de rachat direct possible, donc il faut passer par les marchés financiers, et ensuite, les marchés financiers, il faut les rembourser d'une façon ou d'une autre, donc soit c'est la Banque centrale qui les remboursera par les rachats et qui ensuite annulera les dettes des pays, soit la Banque centrale européenne, à terme, remettra ces titres sur le marché et il faudra à nouveau rembourser les marchés financiers. Dans ce cas, il y aura une forme d'austérité inévitable parce que la dette aura beaucoup augmenté. Donc, alors, évidemment, juste pour terminer, l'action des banques centrales, elle est essentielle et centrale, mais elle ne résout rien en fait aux problèmes actuels et aux problèmes qui vont survenir ensuite. Alors, parlons de la suite, justement. Quand on préparait l'émission, tu me disais, on essayait un peu de réfléchir aux différents scénarios pour l'avenir. Tu me disais quelque chose, c'est que de toute façon, le retour à la normale n'aura pas lieu. Pour résumer, c'est-à-dire que les gouvernants peuvent avoir le fantasme d'enjamber la crise sanitaire. On dit voilà, il y a une récession parce que c'est la crise sanitaire, mais une fois que c'est fini, on essaye le plus possible de tout faire redémarrer comme avant. C'est la raison notamment pour laquelle est employé le chômage partiel. L'idée, c'est que les gens soient pas licenciés, mais restent en poste pour qu'ils soient tout de suite prêts à redémarrer lorsque les conditions seront réunies. Et tu me disais, de toute façon, ce scénario-là, il n'est pas crédible, c'est mort. Pourquoi ? En fait, c'était le premier scénario dans les premiers jours de cette crise, et lorsqu'a été décidé effectivement le confinement, c'était de dire, voilà, c'est une parenthèse, donc on va avoir ce qu'on appelle une récession en V, c'est-à-dire une dégringolade très rapide, et puis on va récupérer tout de suite après ce qu'on a perdu. Ça, c'est de moins en moins crédible, tout simplement parce qu'en fait, plus on attend, moins on peut récupérer. Et surtout, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est ce qui a été perdu, notamment dans le secteur des services pendant toute cette période, il ne sera pas forcément rattrapé dans la période qui suit, pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsque vous n'allez pas, si vous avez l'habitude d'aller au restaurant toutes les semaines, si vous n'y allez pas pendant un mois, vous n'allez pas forcément y aller 2 fois plus après. Et si vous y allez 2 fois plus, il n'est pas certain que le restaurant ait la capacité d'accueillir tous ceux qui voudront aller 2 fois plus. Donc, il n'y a pas une automaticité, on va dire, de cette récupération. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, le virus, il ne va pas disparaître comme par enchantement du jour au lendemain et puis on va reprendre comme avant. En fait, ce virus, il va rester. Si lui ne reste pas, il va y en avoir d'autres. C'est maintenant un risque qui est majeur, donc tout le monde va surveiller ça. Il va y avoir de l'incertitude sur l'avenir, sur la deuxième vague, sur d'autres virus, sur d'autres risques. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir des mesures de la part des entreprises et des ménages, des mesures d'épargne de précaution pour se préparer, soit à un futur confinement plus tard, soit à une nouvelle crise. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait, il va y avoir des pertes pour les entreprises. Alors, malgré toutes les mesures gouvernementales qui vont être prises, par exemple, pour compenser le chiffre d'affaires, on a des prêts garantis par l'État, mais enfin, ce sont des prêts, donc il va falloir les rembourser. Il va falloir les rembourser alors qu'on a une baisse, en fait, de chiffre d'affaires et donc de profitabilité. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir effectivement des ajustements sur l'emploi qui sont inévitables, et ces ajustements sur l'emploi, ça va entraîner effectivement, vraisemblablement, un ralentissement un peu durable de l'activité. Et puis le quatrième risque que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement qu'après cette espèce d'orgie
d'État, eh bien, on revienne à la situation précédente et qu'on décide de dire, bah voilà, on a fait ce qu'il fallait faire pendant la crise, mais maintenant la crise est terminée, et donc il faut faire des efforts pour pouvoir rembourser la dette, pour pouvoir réduire le déficit, et donc on va faire une politique d'austérité. C'est ce qui s'est passé en Europe dans les années 2010, après la crise de 2008, et ça a entraîné une récession de près de 2 ans en zone euro. Donc c'était après une chute de l'économie qui sans doute était moins forte que ce qu'elle va être en 2020. Donc il y a un risque que aussi on fasse les mauvais choix pour pouvoir ensuite poursuivre ce ralentissement économique sous forme soit d'une reprise beaucoup plus lente, soit d'une nouvelle récession par la suite. Alors, il y en a certains qui, évidemment, espèrent un autre chemin et espèrent profiter, entre guillemets, de cette crise pour faire entendre des alternatives qui, jusqu'à présent, étaient plutôt contenues par les gouvernants en place. Récemment a été publiée une tribune dans Libération, dont on va voir le titre s'afficher à l'écran, qui a été signée par des économistes, la députée européenne insoumise Manon Aubry, l'écologiste David Cormand, qui dirigeait le parti jusqu'à récemment. Eux, ils appellent à une contribution exceptionnelle des plus hauts revenus, à la distribution directe d'argent aux ménages par la fameuse Banque centrale européenne. Alors, c'est pas gagné, mais il en est qu'un peu question aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, on va avoir s'afficher un tweet, elle communique beaucoup comme ça, d'Alexandria Ocasio-Cortez, une figure de la gauche états-unienne qui se désole que le plan de sauvetage de l'économie américaine qui a été voté là par les chambres est déséquilibré, trop déséquilibré selon elle en faveur du big business, comme à l'habitude. Elle défend un Green New Deal, une réorientation radicale de l'appareil productif américain de façon générale, et elle pense que là, la crise, c'est le moment de donner des moyens et du pouvoir aux ménages, aux plus petites entreprises et pas aux multinationales qui là-bas financent en plus de ça la vie politique. Est-ce que les idées écologistes et socialistes peuvent s'appuyer sur ce moment de suspension qu'on vit, sur ce moment d'éclatement des dogmes qu'on vit, pour faire entendre toutes ces alternatives? Alors en théorie, oui, puisque en fait ce qui se passe en ce moment donne raison en quelque sorte à plusieurs idées qui étaient déjà dans l'air, mais souvent rejetées parce que jugées un peu fantaisistes, pas sérieux, pas scientifiques, etc. Notamment Ocasio-Cortez, elle défend l'idée de la MMT, la Modern Monetary Theory, qui dit il n'y a pas de problème en fait de financement des politiques. Les vrais problèmes, les vraies limites aux politiques, ce sont les ressources, qu'elles soient humaines ou naturelles. Et donc, effectivement, le fait que du jour au lendemain, on se retrouve avec des 3 000 milliards de dollars qui sont mis sur la table pour sauver l'économie de marché, effectivement, ça prouve qu'il n'y a pas de limite, en réalité, au financement, et que tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent magique, etc., effectivement, ne disaient rien d'autre que, en fait, je choisis la direction de la création monétaire en fonction de certains intérêts. Donc ça, effectivement, ça paraît aujourd'hui relativement évident. On a d'autres idées qui sont effectivement aussi remises en cause, ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie ou le drone monétaire, qui sont effectivement la création monétaire de la Banque centrale directement sur les ménages, et qui va en fait être mis en place. Voilà, c'est ça, qui va être mis en place aux États-Unis. Ça aussi, c'était considéré comme un peu une utopie, mais en fait, ça va être sans doute mis en place. On a d'autres éléments, le revenu universel. On voit bien aujourd'hui que, en fait, on évoquait le chômage partiel avec le remplacement des salaires pour des gens qui sont confinés, qui sont chez eux. Bon, c'est une forme de revenu universel, en fait. Donc, on a tout un tas de choses qui font que, effectivement,
pour ne rien dire aussi du fait que, en période de crise, les marchés financiers sont incapables en fait de s'organiser pour répondre de façon efficace à la crise. Donc tout ça, effectivement, va plutôt dans le sens de favoriser ces idées, sauf qu'il y a quand même un élément qui est un peu qui va dans l'autre sens, qui est qu'on est dans une période d'urgence, dans une période de crise, et que dans cette période-là, effectivement, ce qu'on sait, c'est que c'est pas forcément le meilleur moment en fait pour pousser des idées un peu innovantes, parce qu'en fait justement il y a l'urgence et le monde du capital, les entreprises, les riches vont dire ah oui mais moi j'ai perdu beaucoup d'argent, je ne peux plus investir, j'ai perdu de la compétitivité, j'ai peur, et donc il faut que l'État vienne me soutenir, vienne à mon aide, et pour ça, effectivement, compte tenu de l'argent qui aura été mis pendant la crise et des tensions qu'il y aura vraisemblablement sur les dettes publiques, à ce moment-là, il est fort probable que les gouvernements fassent le choix de mener une politique favorable au capital au détriment du travail. Et d'ailleurs, en France, on commence à le voir, puisque on a vu que les ordonnances qui ont été mises en place au cœur de cette crise sont des ordonnances qui suspendent en fait en quelque sorte le code du travail français. Donc, et qui n'ont pas de limite dans le temps, ce qui veut dire qu'on pourra les utiliser non seulement pendant la crise sanitaire, mais aussi pour ce qu'on pourrait appeler la reconstruction d'une certaine façon. Et on a vu déjà des sénateurs, des députés nous dire, ben voilà, après la crise, il faudra des efforts pour reconstruire, pour repartir, pour sauvegarder l'économie, les entreprises françaises, etc. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a une fenêtre d'opportunité pour dire, il y a des choses que les politiques progressistes défendent et qui aujourd'hui se vérifient, mais il faut aussi prendre garde au fait qu'on peut avoir une véritable restauration au sens historique du capitalisme, avec un retour en arrière et une volonté de faire en sorte que le monde du travail soit soumis aux exigences de cette restauration. Et j'ajoute que ce que tu dis sur le monde du travail, qui pourrait être la victime de cette restauration, peut aussi valoir sur l'aspect écologique, puisqu'on imagine bien que sous prétexte de l'urgence et de la reconstruction, certains pourraient expliquer qu'il faut aller utiliser les énergies fossiles comme en 40, parce que ce sont les urgences du moment, et donc toutes les préoccupations environnementales, écologistes qu'on avait, certains pourront essayer de les combattre. Merci Romaric en tout cas pour toutes ces précisions. On va te suivre, et puis d'autres signatures de la rédaction sur tous ces sujets économiques et sociaux. On sera sûrement amené à se reparler d'ici la fin du confinement dans cette émission. Et voilà, on a terminé notre petite météo macroéconomique. Donc Mathieu, je te repasse la main. Merci Fabien, merci Romaric. L'équipe d'Ouvrez les guillemets est elle aussi confinée, comme nous tous, mais elle est mobilisée. Usul et Cotentin explorent le web et cherchent tous les jours ce que ce moment particulier inspire aux internautes. C'est l'heure des confinautes. Tu m'entends ? Ouais, t'as vu les chiffres qui sont sortis là ? Il y a plus d'1 million de Parisiens qui ont quitté l'Île-de-France pour aller se confiner en province. Donc ça veut dire qu'en gros, tous les bourgeois, les plus gros bourgeois avec des résidences secondaires, ils se sont barrés, quoi. Il reste plus que ceux qui ont voté Mélenchon, et puis bon, là, les gens qui ont un vrai travail aussi. C'est le moment de faire la commune 2 à Paris. Je suis pas sûr, hein. En tout cas, s'il y a une insurrection parisienne, faudra bien respecter les gestes barrières. Les gestes barricades ? Alors je sais qu'en ce moment c'est pas bien vu de faire du mauvais esprit ou de critiquer l'action gouvernementale. Bah ouais, parce que ça nique l'unité nationale, c'est un peu comme si on était pro-coronavirus. Voilà, sauf que là les gens ils sont coincés chez eux et ils ont un peu de temps pour réfléchir. Ah mais non, mais faut pas réfléchir. Et ils ont le temps aussi de fouiller les archives par exemple. Non, pas les archives, c'est cruel les archives. Moi je ferai un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Ça c'était en 2018, on s'en souvient tous, mais cette vidéo est ressortie sur Twitter hier et avant-hier parce qu'il y a peut-être un petit moment qu'on a oublié, c'est le moment où il parle des soignants. Et là, vous allez voir, il n'est pas question de les applaudir. Vous vous souvenez du topo, hein, les pauvres on leur file du pognon, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. Et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention
Mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins. Bah oui, parce que jusque-là, les acteurs du soin, ils étaient irresponsables. Oh là, attention, je sens que t'es à 200 à l'heure sur l'autoroute de la division nationale. On est contre l'unité, c'est ça? Non, mais c'est pas fini, parce qu'il n'y a pas que les internautes qui sont allés fouiller dans les archives, il y a aussi Brut qui a fait une petite vidéo que je vous conseille. Cette vidéo remonte jusqu'à Bérégovoy pour nous montrer que la casse de l'hôpital public a été le fruit de décisions politiques successives, de l'instauration progressive d'une logique comptable dans le domaine de la santé. La tarification à l'activité, c'est des critères de rentabilité, des critères d'économie industrielle appliqués à une économie de la santé, à l'hôpital, et ça ne va pas. On constate au fil des extraits proposés par Brut que la maîtrise des dépenses a vraiment été le maître mot de presque tous les ministres de la Santé, et que... Non mais attends, on n'est pas lundi. Ici c'est les blagues. Si je te laisse partir comme ça, dans 20 minutes t'es encore sur l'hôpital public. Tu vas nous parler de la tarification à l'acte, ça va saouler tout le monde. Oui. Tu veux pas faire des chansons plutôt? Cabrel, c'était bien les trucs avec Cabrel. Oui, celle-là, elle est pour le personnel soignant. L'hôpital fatigué des mesures et des coupes budgétaires. L'hôpital lessivé par tant de logique austéritaire. Quand un jour la pandémie viendra, s'il y a des soignants, s'ils sont encore là, faudra sortir les archives de Pierre Bérégovoy. Il y a des dépenses et il y a des recettes. Il m'a donc fallu rechercher un certain nombre d'économies dans la gestion. De grandes réformes sont en cours. Je pense notamment à la maîtrise de la dépense hospitalière. Ouais, je suis pas convaincu par ta chanson, je pensais pas à ça en fait, t'as pas des archives un peu plus fun? Ah bah là, les internautes, ils sortent pas des archives fun, hein. L'heure est grave. Mais justement, l'heure est grave, c'est l'unité nationale, la guerre, 14-18, les tranchées, les Allemands. C'est pas le moment de chercher des coupables, c'est le moment d'être d'accord avec Macron. Bon, j'ai un dernier extrait qui est ressorti sur le net, là. Attends, c'est un extrait rigolo? Ah bah je peux mettre une musique rigolote dessus. Ah bah voilà, ça c'est bien. Caroline Fiat, une députée élue sous l'étiquette France Insoumise, n'a cessé depuis 3 ans de rappeler au Parlement et au gouvernement les souffrances de l'hôpital public et les conséquences concrètes du manque de personnel et de moyens. Elle connaît d'autant plus la situation qu'elle était elle-même aide-soignante. Je voudrais juste interpeller mes collègues d'En Marche. Vos soupirs, quand on vous parle du personnel soignant, c'est juste abject. Je n'ose pas espérer qu'un jour vous rentriez dans un EHPAD et qu'on vous maltraite. Parce que le jour-là, quand vous regarderez le soignant pleurer en vous maltraitant, je vous rappellerai que vous avez soupiré en nous regardant. Nous portons sur nos épaules le mal-être des patients. Nous sommes dévorés par les accidents de travail provoqués par la fatigue et le stress. Voilà, j'espère que ça marche mieux avec une petite musique rigolote niveau unité nationale, tout ça. Ah bah oui, ça c'est mieux, c'est plus marrant, c'est plus calme, c'est moins violent, et puis je rappelle que c'est pas le moment de mettre les politiques face à leurs responsabilités. Mais c'est quand le moment? Après. Mais après quoi? Après ce sera la crise économique, puis ensuite la crise politique, parce que le pouvoir est durablement discrédité, les élections municipales vont peut-être être complètement invalidées, les équilibres politiques vont être bouleversés, même de manière internationale, et puis il y a le réchauffement climatique qui va reprendre, enfin, je sais pas si tu te rends compte qu'on va vers une vie de crise, faut que les gens s'en rendent compte. Eh bah, heureusement que je t'ai demandé d'être plus marrant. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour ouvrir les guillemets et mardi pour le prochain épisode des Confinautes. Bon week-end à vous. Et en attendant, souvenez-vous, il faut arrêter de déterrer des archives qui mettent en cause les décisions des politiques. C'est pas le moment, ne faites pas ça chez vous. Non, applaudissez aux fenêtres plutôt. Merci Usul et Cotentin. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous écrire, on vous rappelle 2 adresses, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages et covid@mediapart.fr pour vos informations, vos documents d'intérêt général. N'hésitez pas à vous abonner à Mediapart, évidemment. On se retrouve lundi avec Valentine Auberti. D'ici là, bon week-end. Bon week-end Fabien. J'espère que tu vas régler ces petits problèmes capillaires dont tu nous as parlé. Bah, c'est au programme des 2 jours qui viennent, justement. Formidable. Donc, on te retrouvera tout propre et tout coiffé la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Prenez soin de vous. Pensons les uns aux autres et haut les cœurs.